Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse consacrée cette semaine à la bancarisation sur le continent africain. Le dossier du jour, l'essor du mobile banking et au sommaire également de cette émission, focus sur la transition au Burkina Faso. On parlera également Boko Haram à l'heure où le Tchad appelle à plus de collaboration dans la lutte contre le groupe terroriste. Et dans la troisième partie, nous évoquerons la finance islamique et notamment les soukouks qui ont le vent en poupe sur le continent et détour par la Guinée équatoriale qui se prépare activement à recevoir l'un des événements les plus attendus de cette année sur le continent, la CAN 2015. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler, notre invité et consultant bancaire, Maïs Mouissi, bienvenue. Madame. Et nos éditorialistes Nadia Lamarckbi, Nadia, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Jean-Marie Bitomo, Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le président sénégalais Macky Sall était ce mercredi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Objectif de cette visite est de faire le point sur le processus de transition et notamment sur le calendrier électoral en cours dans le pays. Il va notamment rencontrer le président Michel Kafando, mais aussi le Premier ministre Yacouba Issa-Zida. Le point tout de suite sur cette visite d'État avec ce sujet de Birama Saonera. Le président sénégalais Macky Sall prend part ce mercredi à la réunion du groupe de contact international sur le Burkina Faso. Cette rencontre se tient à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. C'est la première visite qu'effectue le président Macky Sall depuis l'investiture du président de la transition, Michel Kafando. Il s'agit d'évaluer le travail effectué par les autorités de la transition. Il va également rencontrer à Ouagadougou un gouvernement et un chef d'État qui a déjà mis en place donc un calendrier pour sortir de cette transition. Des dates ont été proposées, septembre pour les élections présidentielles et législatives et novembre pour les élections municipales. Il y a juste peut-être à affiner le choix de ces couplages-là et à affiner quelques dates, mais je pense que Macky Sall viendra constater que la transition, même si elle a commencé difficilement, c'est effectivement mise en route. Au-delà du constat sur les calendriers électoraux, le président Macky Sall devrait passer des messages à l'endroit des autorités de la transition. Plusieurs autres points seront abordés, notamment ceux relatifs au retour de l'ancien président Blaise Compaoré et à la réouverture de certains dossiers judiciaires pendants. Le président Kafando a décidé de ne pas faire de sa poursuite ou d'une action judiciaire contre lui une priorité, à trop vouloir forcer la main du président Kafando sur cette question du président Compaoré. La population qui est très remontée et qui est très active au Burkina actuellement n'oblige le gouvernement en place à mener des actions contre le président Compaoré. Le groupe de contact international a été mis en place au lendemain de l'insurrection populaire, les 30 et 31 octobre 2014. Il est composé des présidents sénégalais Macky Sall, Ghanéen John Dramani Mahama et Togolais Faure Gnassingbé. Il a pour mission de suivre la situation sociopolitique au pays des hommes intègres jusqu'à la fin de la transition politique. Monsieur Mouissi, 10 mois environ pour organiser des élections au Burkina Faso, ça paraît être un délai tenable. C'est un délai tenable si l'on s'en donne naturellement les moyens. Le Burkina Faso a connu sa deuxième révolution il y a quelques mois et un groupe de contact international a été mis en place avec notamment des présidents de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Il faut donner tous les moyens au Burkina pour pérenniser la démocratie qui est en train de se mettre en place et faisant en sorte que la transition qui a été mise en place ne déborde pas au-delà du temps nécessaire. Parce que si jamais elle débordait, et on l'a vu par le passé dans certains États, on pourrait avoir certains écueils que nous ne pourrions pas maîtriser. C'est en cela que ce groupe de contact international a tout son sens pour s'assurer et accompagner le Burkina Faso dans cette transition. Jean-Marie, vous êtes d'accord? Le Burkina Faso, aujourd'hui, les moyens de ses ambitions, à savoir organiser des élections et sortir de la transition dans 10 mois environ? Amira, avoir les moyens de ses ambitions, je ne pense pas pour l'instant. Au niveau politique, je dirais oui, mais plus globalement, j'hésite un peu là-dessus dans la mesure où on estime que le Burkina, il faut voir, si vous voulez, les élections, ça a un coût. Donc, il faut du temps pour pouvoir les organiser. Mais la visite du président Macky Sall sur place, si vous voulez, renforce, si vous voulez, cet aspect diplomatique-là qui permet
à l'Afrique de l'Ouest, comme d'habitude, parce que bon, je pense que c'est une région qui est habituée à la coopération, si vous voulez. Donc ça voudrait dire quoi? Le président Macky Sall étant un des membres, si vous voulez, du groupe de contact, aller voir ce qui se passe sur place et éventuellement négocier, comme on le disait dans le reportage, le retour du président, de l'ancien président qui est parti, à savoir Blaise Compaoré. Ça me semble quelque chose, un processus qui est, comment dirais-je, un processus qui est positif par rapport à la stabilité de la scène politique burkinabé aujourd'hui. Alors Nadia, quand on a vu avec quelle rapidité et quelle efficacité le pouvoir militaire a été transmis aux civils, on peut dire que le Burkina Faso est un pays mature. On pourrait le dire, en effet, si on s'arrête à la première étape. Mais sachant que le Premier ministre était l'ancien chef militaire et que c'est lui qui a fait la transition. Mais ça a l'air de bien marcher, ce duo civil-militaire, non ? Pour le moment, ça a l'air de bien marcher parce que justement, ils sont encore en train de se construire, entre guillemets. Mais on ne sait pas réellement qui, au fond, a les cartes en main. On ne sait pas qui décide. On voit les choses de l'extérieur, on ne sait pas encore qui est en capacité réellement de gérer l'État. Est-ce que c'est le Premier ministre qui, en effet, donne la ligne et construit la politique pour les prochains mois et d'ailleurs, c'est le Premier ministre, mais c'est aussi le ministre de l'Intérieur qui est issu de l'armée. Et c'est en fait tous les ministères les plus importants pour la construction à la fois des élections, parce que le ministre de l'Intérieur est chargé de construire justement, de mettre en place à la fois les listes électorales, mais à la fois tous les moyens pour que l'élection se passe correctement. Donc on voit bien que l'armée est très présente, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, mais elle a cette intelligence de ne pas passer par la force. Elle a cette intelligence peut-être de garder les aspects plus civils et de jouer le jeu, entre guillemets, de la démocratie. Maintenant, s'il y a décalage dans le calendrier, c'est pas un drame en soi. S'il y a un décalage de 3 mois, de 6 mois, c'est pas ce qui va perturber réellement le bon fonctionnement des élections. Ce qu'il faut, c'est que les élections se passent de manière transparente. Et c'est là-dessus que le pays sera jugé, sur sa capacité, justement, à mener à bien une mission qui lui a été donnée, parce que ce gouvernement n'est là que pour faire la transition. Et s'il n'arrive pas à mener à bien cette mission, pour les années à venir, les choses seront très compliquées. Par rapport à M. Compaoré, je n'ai pas l'impression que ça soit pour le moment la priorité du Burkina de ramener M. Compaoré au Burkina. On voit bien qu'il y a certaines voix qui s'élèvent, mais pour demander à ce qu'il soit jugé. Et qu'il soit jugé maintenant, et que tous ceux qui étaient dans son équipe le soient aussi. Maintenant, j'ai l'impression que le Burkina doit d'abord c'est pas la priorité. Trouver en tout cas ses marques pour sortir du sous-développement et mettre son économie en marche, plutôt que d'essayer. On sait où il est, on sait que le jour où ils voudront aller le chercher, ils sauront facilement le trouver. Merci Nadia, on va passer à la suite. Comment mettre Boko Haram hors d'état de nuire s'il n'existe pas de réponse définitive? Les spécialistes de la lutte contre le terrorisme sont néanmoins unanimes sur le besoin d'unité de la communauté internationale dans la lutte contre Boko Haram. Sur le terrain, le Tchad, après avoir pris plusieurs mesures de sécurité, lance un appel aux États de la communauté internationale pour plus de solidarité avec le Cameroun. Ibrahima Dindiaye. Après l'attaque meurtrière de la secte islamiste Boko Haram ce mercredi au nord-est du Nigeria sur les rives du lac Tchad, le Tchad a pris une série de mesures, notamment l'augmentation de la surveillance, la multiplication des barrières de contrôle pour renforcer la sécurité. N'Djamena plaide également pour une grande solidarité avec le Cameroun dans la lutte contre la secte islamiste et plus d'implication de la communauté internationale et des États de la sous-région. Face à cette situation qui menace dangereusement la sécurité et la stabilité du Tchad et porte atteinte à ses intérêts vitaux, le gouvernement tchadien ne saurait rester les bras croisés. Dans cette perspective, il exprime sa solidarité avec le Cameroun et est disposé à lui apporter un soutien actif dans la riposte courageuse et déterminée de ses forces armées face aux actes criminels et terroristes de Boko Haram. Le Tchad appelle en outre tous les États de la sous-région, en particulier les États membres de la CAC, à soutenir le gouvernement camerounais en vue de faire face à cette secte et de faire échec aux impulsions déstabilisatrices de cette secte. C'est l'occasion pour nos États de traduire clairement et dans les actes la solidarité maintes fois évoquée dans les discours. Le Tchad exhorte en outre la communauté internationale et en particulier tous les participants au sommet de l'Élysée de mai 2014 à des actions concrètes et conséquentes
conséquente en faveur du Cameroun et de tous les États riverains de la Tchad en vue d'éradiquer ces fléaux qui constituent la secte Boko Haram. Du côté du Cameroun, après l'attaque d'une base militaire ce lundi par Boko Haram, certains se sentent abandonnés par la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. L'initiative du Tchad et les mesures prises pour renforcer la sécurité nationale sont à féliciter. Je pense que la région avait besoin du Tchad pour lutter contre Boko Haram. Le Tchad dispose d'un dispositif militaire très important. Le Tchad a une expertise aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme que beaucoup d'États de la région n'ont pas. Et donc, si le Tchad est prêt à collaborer, à mutualiser ses efforts, à conjuguer ses moyens avec ceux des autres pays, c'est une initiative vraiment à saluer et à féliciter. Donc, il faut absolument une mobilisation internationale, il faut une contribution internationale pour lutter contre le terrorisme. Rappelons qu'une attaque de Boko Haram a provoqué plus de 2000 morts et la destruction de 16 villages au Nigeria, une violence qui a également entraîné le déplacement de plus de 20 000 civils. Nadia, le Tchad se dit plus que jamais apte à collaborer avec le Cameroun, on peut y croire ? On peut y croire, tout à fait. On peut y croire. Il a montré à plusieurs reprises aussi son intérêt pour... Bon, déjà, il a intérêt. La frontière, il faut bien sécuriser sa frontière. Et si le Cameroun devient perméable, c'est le Tchad qui va en pâtir. Donc, en effet, il a tout intérêt. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans l'intervention du Tchad, c'est que tous ces pays qui sont toujours prompts à donner des leçons et à taper sur le doigt des pays africains en leur disant vous faites pas assez, ou alors il faudrait, tous ces pays doivent être mis devant leurs responsabilités. On ne peut pas continuellement reprocher aux autres de ne pas agir et être soi-même totalement incompétent et paralysé à chaque fois qu'il s'agit de Boko Haram. Là, en l'occurrence, on voit bien que toutes les attaques vont crescendo. On voit bien que le nombre de morts augmente chaque année et que, par ailleurs, soi-disant, les forces mobilisées sont de plus en plus importantes. Vraiment, il y a une sorte de contradiction dans la manière de gérer la lutte contre Boko Haram. D'un côté, on augmente les hommes, on augmente les sommes, et de l'autre côté, le nombre de morts augmente continuellement. Il faut peut-être repenser la manière de lutter contre ces groupuscules qui sont, on le sait, diffus un peu partout, et on sait très bien que le Nigeria, qui est le nid de Boko Haram, est totalement impuissant. Et on le dit, je ne suis pas la première à le dire, ne fait pas beaucoup d'efforts pour lutter contre Boko Haram, ne veut pas non plus y perdre des hommes et laisse son armée fuir au moment des combats, parce que justement aussi tout le monde est démuni dans cette affaire-là. Donc le Nigeria doit aussi prendre la mesure de la chose et maîtriser sur son territoire déjà les groupuscules de Boko Haram. Parce que Boko Haram, ça reste une nébuleuse, comme Al-Qaïda était une nébuleuse. Il n'y a pas un groupe armé facile à localiser. Ils sont là, ils sont dans différents villages, ils sont partout. C'est le problème. Et on a vu, justement, avec les derniers jours, et ce nombre atroce de morts des derniers jours, qu'ils étaient capables de frapper en même temps dans différents endroits. Alors, Jean-Marie, le Tchad a appelé la communauté internationale à plus d'actions. Comment avez-vous apprécié cette demande ? J'apprécie la demande du président Déby de manière très très positive, parce que jusque-là, le seul chef d'État dont on a entendu parler, si vous voulez, sur cette problématique de Boko Haram, là, on a beaucoup plus entendu parler le président camerounais Paul Biya, qui s'est vraiment impliqué là-dessus de manière forte. Alors qu'au Nigeria, on avait l'impression que l'État nigérian négligeait un peu, si vous voulez, ce terrorisme-là qui est en train de prendre corps, si vous voulez, au niveau de l'Est du pays, en se disant que on préserve la partie qui est la partie essentielle, à savoir le Sud où toutes les activités se passent. Sauf qu'il faudrait regarder dessus le fait que le président Idriss Déby se lève aujourd'hui et se décide finalement à rentrer dans la lutte, ça me permet d'être positif, si vous voulez, de ce point de vue-là. Mais sur cette demande à la communauté internationale. Mais la demande à la communauté internationale, si vous la on n'a qu'à demander déjà au continent d'intervenir, parce qu'ils n'ont pas tous intervenu. Le continent, déjà, nous disons souvent une chose sur ce plateau, à savoir que les Africains doivent être capables de se prendre en main eux-mêmes. Il ne faut pas tout attendre de la communauté internationale. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'objecter que, derrière, vous avez, si vous voulez, la capacité financière à pouvoir financer les guerres et tout ce qui s'ensuit.
dans un premier temps, ne serait-ce que la démarche diplomatique, c'est-à-dire pouvoir accompagner un pays comme le Nigeria pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas au sein de l'armée nigériane, éventuellement instaurer des coopérations militaires entre des pays comme le Tchad, le Cameroun, qui sont des pays frontaliers qui subissent, comment dirais-je, cette violence-là de manière quotidienne. Alors, Monsieur Moussi, il n'y a pas vraiment de coopération continentale et on appelle déjà la communauté internationale à agir. Permettez-moi d'abord de dire une chose, si vous permettez. On a le problème Boko Haram, mais le péril terroriste sur le continent est beaucoup plus grand. On a Boko Haram en Afrique de l'Ouest et du Centre, on a les Chebab à l'Est, on a AQMI au Nord. Donc il y a un péril terroriste sur le continent. Je pense qu'il est peut-être temps au niveau des instances africaines de travailler à une idée d'une Afrique de la défense. Parce que tous les pays sont inégaux dans le rendu de leur armée sur le plan tactique, sur le plan technique, dans la lutte avec les attaques extérieures. Il faut dès maintenant que l'on s'organise parce que j'ai vu que beaucoup de nos chefs d'État se sont mobilisés lorsqu'il a fallu marcher ici à Paris pour la manifestation pour Charlie Hebdo. C'est très bien. Mais on a besoin d'une manifestation similaire, non pas du point de vue de la marche, mais du point de vue des actions, pour permettre au continent de se doter des moyens de se défendre face au péril terroriste. Parce que, je voudrais peut-être terminer par là, et c'est tragique, Boko Haram a fait 2000 morts. 2000 morts. En 3 jours. En 3 jours. Donc, si après ça on ne se lève pas, alors on a des raisons de s'interroger. Merci Monsieur Moussi, c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la deuxième partie, le dossier du jour de l'Africa Newsroom. À tout de suite.